Alors, je voudrais faire une vidéo pour parler de la violence des femmes. On est dans une société de plus en plus féministe qui met en avant la violence des hommes. Et mon but dans cette vidéo n'est pas de renier la violence des femmes, mais de parler de mon histoire personnelle. Il se trouve que j'ai subi un abus sexuel, donc dans un stage de médiation orgasmique, ce qui est un stage en fait qui est lié au monde de la sexualité, comme le sexopositif, comme le tantra et tout ça. Des stages qui étaient censés aider les gens à mieux comprendre leur corps, leur plaisir et la connexion aux autres. Dans ces stages, il y a énormément d'abus, mais ce qui est intéressant dans mon histoire personnelle qui m'est arrivée, c'est que c'était géré par une femme dans lequel, au tout début du stage, on nous dit que il y a des femmes qui ont été abusées sexuellement, il y a même une femme qui témoigne, qu'elle a subi des abus et des viols et de l'inceste quand elle était plus jeune, etc., etc. Et il y a tout un discours sur vraiment la violence des hommes, le patriarcat, le machisme, etc. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que on nous invite à nous mettre par deux pour pouvoir donc du coup faire de la méditation orgasmique qui consiste à caresser le clitoris d'une femme jusqu'à ce qu'elle ait un orgasme. Donc c'est l'homme qui est au service de la femme dans l'exercice qui est proposé pour lui donner du plaisir. C'est elle qui guide le mouvement et on doit être conscient de ce qui se passe pour en fait ne pas juste être dans la notion de plaisir mais dans la conscience de ce qu'on est en train de faire. D'accord, bon, pourquoi pas, moi je le découvre. Donc je me retrouve déjà seul dans une salle à le faire avec une femme. Je sais même pas où sont les autres participants. Déjà c'est très étrange de ne pas avoir de personnes qui nous observent ou qui gèrent ce qui se passe. Normalement dans des stages comme ça, on a toujours entre guillemets quelqu'un qui est en gérance qui permet d'éviter qu'il y ait des débordements, des abus ou autres. Donc je me retrouve seul à faire l'exercice avec une femme qui justement elle-même avait témoigné qu'elle avait subi des abus. Bon, mais ça se passe bien. On revient dans la salle, ok. Et là, il y a une femme qui vient vers moi et qui me demande est-ce que tu veux le faire avec moi. Jusque-là, je dis ok. Moi, j'avais pas de trauma particulier à ce moment-là dans ma vie. J'étais plutôt quelqu'un qui était bien avec ma sexualité. Et je me retrouve à le faire avec cette femme dans une salle dans laquelle il y a d'autres participants qui sont là. Au moment où je commence à faire l'exercice avec cette femme, il se trouve que je découvre qu'elle avait ses règles. Donc moi, je suis surpris, mais comme je suis quelqu'un qui, une fois qu'il est engagé, a du mal à revenir sur ses décisions, j'ai une valeur d'engagement assez forte, je me retrouve en contradiction avec moi-même, avec le fait que je vois que les conditions ne sont pas celles que j'avais prévues, puisqu'elle a ses règles, donc c'est quand même assez, pour moi, gênant. Et en même temps, j'ose pas dire non, parce qu'on ne me laisse pas la possibilité de le dire, tout simplement. Encore une fois, dans la salle, on est 3 couples, entre guillemets, de participants. Il y a toujours personne qui nous observe en termes de comment ça se passe ou comment on gère les groupes. Et je me retrouve du coup avec cette femme. Et quand je me retrouve mal à l'aise, elle commence à me parler avec une voix extrêmement forte et agressive, disant continue comme ça, plus vite. Et pour la première fois de ma vie, quasiment, je crois, où ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, je me retrouve tétanisé. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que je suis quelqu'un d'assez affirmé, assez sûr de moi. Mais dans cette expérience-là, quand on a quelqu'un qui est très agressif avec nous, qui nous parle et qu'on est en état de choc, c'est un peu comme quand, vous voyez, en hypnose, on appelle ça une rupture de pattern. C'est-à-dire quand on est pris par surprise comme ça, avec une situation auquel on s'y attendait pas, on se retrouve un peu comme tétanisé. Et donc je me retrouve à faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire à continuer le truc sans pouvoir dire stop, avec les autres participants qui nous regardent, qui ont l'air gênés aussi, mais qui eux-mêmes sont sous tétanie. D'ailleurs, ça me fait comprendre pourquoi il y a plein de fois où il y a des agressions publiques et on a plein de gens qui ne font rien. Parce qu'en fait, face à la violence ou à une situation qui est hors du contexte qu'on imagine, il y a beaucoup de gens qui vont simplement, en réaction sous stress, être paralysés par la peur. Ou paralysés par tout simplement un état de choc. Et c'est ce qui m'arrive à ce moment-là. Je me retrouve complètement paralysé. Et donc, elle finit par avoir son orgasme. Et en fait, après, moi, je sors de la salle. Je suis complètement ultra mal. J'ai des spasmes de partout. Et la responsable du stage vient me voir. A l'air de dire que les gens doivent se mettre à côté de moi pour m'aider ou j'en sais rien. Ça ne règle absolument rien parce que j'ai déjà subi en fait, une agression sexuelle. Et ça va me rester, c'était il y a à peu près 6-7 ans, pendant des années, jusqu'à encore très récemment. Et je me retrouve ensuite dans ma vie, et là on va parler un petit peu sur la thérapie,
ou on va dire les schémas inconscients de la façon dont on vit avec nos blessures, à fréquenter que des femmes qui elles-mêmes ont été abusées. Et je pense que je les ai attirées inconsciemment, puisqu'avant je fréquentais pas des femmes qui avaient subi tant que ça des abus. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour plusieurs raisons. Déjà pour témoigner qu'il y a des femmes qui peuvent être extrêmement violentes. J'ai appris par la suite que la femme qui m'avait abusé, la responsable du stage savait déjà que c'était une femme qui elle-même avait subi des abus. Et beaucoup de gens, quand ils ont subi des abus, rejouent leurs blessures. Et il se trouve qu'à peu près 60 à 70% des gens qui ont été violés sont des gens qui violent. C'est-à-dire que quand on prend les viols en France, 60 à 70% des gens qui sont des violeurs sont des violés. Alors, je ne sais plus où j'avais trouvé ces statistiques, mais en tout cas, il faudrait la revérifier. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils guérissent pas leurs blessures, ils les rejouent. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, dans notre époque dans laquelle on vit, qui en fait ont des blessures. Et moi, en tant que thérapeute, je peux vous dire que quand on a des blessures, on en a tous à des degrés différents, bien sûr. Eh bien, on peut soit rejouer ces blessures, c'est-à-dire inconsciemment se retrouver dans des situations similaires, soit effectivement les refouler, c'est-à-dire les cacher ou vouloir être en déni de ces blessures, soit effectivement les sublimer, c'est-à-dire les guérir en essayant d'aider d'autres personnes, ou à travers l'art, ou à travers différentes manières d'expressivité, soit guérir ses blessures. Et on ne guérit pas ses blessures en se plaignant, en attaquant les autres. Ce qui est intéressant, c'est que cette femme qui m'a abusé sexuellement avait elle-même subi effectivement des abus, visiblement, d'après ce que j'ai compris plus tard. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté le stage, elle m'a suivi, elle était très agressive, elle voulait absolument qu'on parle ensemble, donc elle n'avait pas l'air d'être forcément quelqu'un de mauvais en soi, mais elle est en train simplement de peut-être faire payer à moi, enfin là en l'occurrence c'était moi, ce qu'elle a vécu, ou d'essayer de rejouer un peu ce qu'elle a vécu, mais dans les rôles inversés, où cette fois-ci c'est elle qui abuse d'un mec. Et très souvent, j'ai aussi accompagné ou discuté avec des femmes qui... par exemple, quand elles avaient subi des viols, aimaient bien avec les hommes, ensuite, sexuellement parlant, et dans des positions où c'est elles qui sont dominantes, et l'homme qui est soumis, ou être sûr que, pour ne plus revivre de blessures, eh bien, elles aient un contrôle total sur la situation, qu'elles mettent des règles très très fortes. Et j'ai vu chez beaucoup de femmes qui ont subi des abus sexuels, cette tendance à vouloir vraiment contrôler, mais c'est pas volontaire, c'est pas comme ça qu'elle le dirait, elle, l'homme. Voilà, j'ai vécu aussi en couple pendant des années avec une femme qui avait subi des abus et qui voulait totalement ritualiser l'acte sexuel, qui voulait que tout soit dans la douceur, etc. Et cette douceur qu'elle imposait, puisque c'était quand même pas mal ça en couple, se traduisait pour moi par une forme de frustration permanente, puisque dès que je voulais m'exprimer de manière libre, spontanée, ou animale, ou ce que vous voulez, c'était perçu comme quelque chose d'agressif. Donc voilà, cette histoire pour vous dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont subi des abus sexuels, que ce soit dans leur enfance, que ce soit des viols ou des abus sexuels par des hommes sur des hommes, c'est-à-dire des enfants qui ont été abusés sexuellement, garçons, ou des adultes qui subissent aussi des violences. Et récemment, sur les 2-3 dernières années, j'ai fréquenté pas mal le milieu du théâtre d'improvisation et du stand-up, et j'ai vu que les femmes qui étaient très féministes, des fois, sont les plus jugeantes. Je vais vous donner quelques anecdotes. J'ai, par exemple, joué une scène dans du théâtre d'improvisation où je faisais un couple hétéro, où je trompais ma femme, elle me trompait. C'est une scène comme ça. Pour moi, il n'y avait pas de volonté de faire des stéréotypes. Et j'ai une femme qui m'a littéralement agressé en me disant que c'était des scènes extrêmement stéréotypées, que c'était extrêmement violent, que c'était pour elle le symbole que j'étais quelqu'un de patriarcat, d'agressif, et que probablement que j'avais des problèmes avec les gays, et que je ne savais pas jouer des scènes. Ensuite, elle m'a fait toute une analyse psychologique devant tout le monde. Et de toute façon, quand je lui avais parlé en début d'année de la drague de rue, parce qu'il se trouve que quand j'étais plus jeune, j'avais abordé des filles dans la rue, elle m'avait tout de suite dit que ceux qui abordaient dans la rue étaient extrêmement violents, que si j'avais fait ça, ça reflétait une volonté de dominer les femmes, etc. Donc, ce qui est important de dire, c'est que je ne retire pas qu'il y a eu beaucoup d'abus. Souvent, plus des hommes qui physiquement sont probablement plus forts que les femmes, enfin sont plus forts, même si c'est une généralité, puisqu'il y a des femmes qui peuvent être plus fortes que certains hommes. Mais bon, voilà, on sait qu'on n'a pas la même biologie. Il y a eu aussi des viols et des abus et plein de choses, et c'est bien que les femmes puissent parler de ça. Mais j'aimerais que, pour les femmes qui sont dans des revendications, vous rendiez compte que des fois, vous agressez des hommes, et j'ai bien dit agresser, ou vous en prenez à des hommes, qui en fait ne sont pas ceux qui abusent. Et j'aimerais qu'on fasse du discernement. J'ai aussi entendu récemment par des femmes
black ou noir, ou je sais même pas si on a le droit de dire black ou noir aujourd'hui, ou même si on a le droit de dire femme, tellement il y a des revendications par rapport à ça. Quand je faisais du théâtre d'improvisation ou du stand-up, que comme j'étais un homme blanc, je représentais directement par le fait que je sois un homme blanc, le fait que je sois un homme blanc, un oppresseur, que de toute façon c'est dans mes gènes d'être quelqu'un qui domine, parce que en tant qu'homme blanc, je suis automatiquement, par mon histoire, quelqu'un qui est en domination par rapport à elle. Donc il faut faire attention avec ça, parce que quand on est trop rapidement dans des étiquetages, c'est comme si on a des lunettes de vue, et au lieu de voir un être humain qui a une histoire personnelle, on veut tout de suite l'englober dans des généralités, des étiquettes, etc. Moi, j'étais dans des mondes aussi des pick-up artistes où on aborde les femmes dans le but, quand on est timide, de réussir à avoir une première expérience sexuelle ou quelque chose comme ça. Et on peut voir tout sous le prisme de la séduction, de comment on aborde bien, comment on séduit bien, etc. Mais dans l'extrême inverse du féministe, on a comment tous les hommes abusent, comment tous les hommes sont potentiellement des oppresseurs en puissance. Et il y a un moment donné où on se retrouve, nous, en tant qu'hommes, dans notre société actuelle, je trouve, en tout cas ça m'arrive de plus en plus souvent, face à des femmes qui en fait n'écoutent pas, n'essayent pas de comprendre. Là récemment, je discutais avec une féministe très très revendicatrice qui pendant une demi-heure m'a bassiné avec toutes les histoires des hommes qui abusent, qui machin, comme si je ne le savais pas, comme si j'étais pas capable de comprendre. Et il y a un moment donné, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas un mouvement de « et toi, quel est ton avis ? Et toi, qu'est-ce que t'en penses ?» C'était clairement, on pourrait presque le prendre avec de l'humour, comme un espèce de lavage de cerveau, comme une espèce de messe, où on est dans un discours ultra politique, où il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'essai de compréhension de l'autre, et on a l'impression d'être ultra stigmatisé, ce qui est quand même drôle, parce que c'est des femmes qui luttent contre la stigmatisation, mais j'ai jamais été autant mis dans des étiquettes que dans les milieux féministes. C'est-à-dire que j'ai été aussi récemment dans des groupes pour les femmes battues, dans lesquels je me suis inscrit dans des associations, et j'ai entendu ces mêmes femmes qui étaient dans des groupes et qui parlaient donc du coup des hommes, avec une extrême violence dans les jugements, dans les stéréotypes, dans les clichés, parce qu'on a tous tendance à généraliser notre vie, à prendre ce qu'on a vécu comme étant la norme. Si on a été abusé 2-3 fois par des hommes, on va penser que tous les hommes sont comme ça, et on va très vite dans quelques expériences qui vont devenir tous les hommes. Donc faites attention à ça. Il y a de la violence chez les femmes, il y a de la violence indirecte chez les femmes, il y a de la violence directe chez les femmes. Forcément, une femme va peut-être avoir plus de mal à faire de la violence directe s'il y a un homme plus fort physiquement qu'elle en face d'elle. C'est normal. Mais il y a de la violence chez les femmes. Il y a des femmes, quand elles ont la possibilité d'avoir du pouvoir sur un homme, elles ne vont pas hésiter à l'utiliser. Il y a des femmes qui, clairement, vont avoir aussi des instincts de domination, de contrôle, de revanche. Voilà, vraiment, j'ai vécu ça. Je vois ça de plus en plus. Et je voudrais vous dire, attention. Moi, j'ai vécu donc, cet abus sexuel. Je n'en ai jamais, fait une étiquette ou une identité. Vous connaissez Nietzsche qui parle de l'arme du faible. Le faible, c'est pas juste faible dans le sens faible physiquement ou faible en termes de celui qui est pauvre par rapport au riche. Le faible, c'est celui qui voit quelqu'un qui aurait plus de puissance, de pouvoir que lui, peu importe quel type de pouvoir ou comment il est représenté. Et au lieu d'essayer de s'en inspirer pour essayer d'augmenter son élan de vie et s'émanciper et devenir plus libre, puissant lui-même, va en fait essayer de culpabiliser le fort, c'est-à-dire reprocher au fort d'être plus fort. Et en fait, du coup, ça fait que le faible va essayer d'avoir du pouvoir sur le fort en essayant de récupérer la force du fort plutôt que de développer la sienne, en fait. Et se plaindre n'a jamais été pour moi un mouvement d'émancipation. C'est-à-dire que se plaindre pour pouvoir, juste se plaindre pour se plaindre, ce n'est pas utile, en fait. C'est pas que je suis contre la plainte, ça m'arrive de me plaindre aussi, bien sûr. Mais là, par exemple, je raconte mon histoire d'abus sexuel, non pas pour me plaindre, mais pour que vous compreniez que il ne faut pas, faire de son histoire ou de sa douleur ou de sa souffrance une identité et un combat. En fait, je pense que c'est beaucoup plus intéressant, mais beaucoup plus dur parce que ça demande de l'introspection et de la remise en question, d'aller travailler pour revenir à soi, d'aller guérir ce qui se passe à l'intérieur de nous, plutôt que d'aller chercher un coupable à l'extérieur. Parce que toutes les femmes ne sont pas comme ça, toutes les féministes ne sont pas comme ça non plus. Et donc ce que je suis en train de dire, c'est chaque personne a une histoire personnelle. Quand on commence à mettre
sur la société des histoires générales, ça rentre dans la dictature, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule façon de penser qui est juste et toutes les autres façons de penser ne sont pas justes. Il n'y a pas que l'histoire de l'homme patriarcat macho qui veut dominer la société. Il y a d'autres histoires. Il y a des milliards, en tout cas des milliers d'histoires qu'on peut raconter sur les êtres humains. Et il y a des milliards d'individus qui ont aussi leur propre histoire. Donc, même si on peut faire des généralités, il faut faire très attention avec les généralités. Il faut arrêter d'englober tous les hommes ou toutes les femmes dans des étiquettes. Hein. Moi, j'ai vu des femmes en Amérique latine où j'ai vécu 3 ans qui n'ont pas la même culture que nous. Et on va considérer, quand on est une femme en France, qu'une femme qui n'est pas indépendante et autonome financièrement est une femme qui est soumise et faible. Là-bas, certaines femmes d'Amérique latine ont rigolé quand je leur ai raconté ça en disant « mais c'est les Françaises qui sont complètement folles ». Et en fait, il y a un moment donné où moi, je suis très content aussi de pouvoir être tranquille chez moi, de m'occuper de mes enfants, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est attention à trop vite catégoriser l'autre, à trop vite lui mettre des étiquettes, à trop vite penser que nous, on comprend mieux que lui, à trop vite raconter une histoire qui explique tout, hein, à enfermer la réalité dans une vérité qui serait tout le temps vraie. Voilà, c'est plus nuancé, plus subtil que ça. Je ne remets pas en question la souffrance des gens qui, comme moi, ont subi des abus sexuels ou qui ont subi des choses pires que moi. Et voilà, le but n'est pas de rentrer dans une échelle de la souffrance ou le jeu de qui a souffert le plus. Le but est de ne pas utiliser sa souffrance comme une identité ou une revendication et d'aller plutôt chercher à voir comment on peut mieux se comprendre les uns les autres, etc. Ma mère, qui est morte il y a quelques années, bientôt 1 an et demi, a travaillé pour les enfants qui ont subi des abus sexuels. Elle est pédopsychiatre. Et dans la pédopsychiatrie, il y a le psychodrame qui invite en fait les enfants à travers du scène de théâtre à rejouer leurs scènes traumatiques pour les libérer. Dans le psychodrame, souvent ils jouent leur agresseur, c'est-à-dire qu'ils vont jouer le rôle de ceux qui les ont agressés. C'est extrêmement libérateur pour eux de le faire parce que ça permet de sortir de leur rôle de victime et de pouvoir voir que tous les rôles ont des inconvénients et des défauts et surtout de se mettre à la place de la personne qui les a agressés pour pouvoir voir en fait qu'est-ce qui s'est passé pour l'autre. Et c'est qu'en comprenant qu'est-ce qui s'est passé pour la personne qui les a agressés qu'ensuite on peut dédramatiser la scène qu'elles ont vécue ou qu'ils ont vécue de façon à pouvoir sortir de cette identité traumatique et pouvoir construire quelque chose de différent et de nouveau. Mais tant qu'on reste enfermé dans un rôle, quel que soit le rôle du bourreau, le rôle de la victime ou un rôle de sauveur, un rôle de gentil, tous les rôles sont enfermants. Et ce qui nous aide pour pouvoir être des gens libres pour moi et puissants dans notre vie, c'est de ne pas s'enfermer dans des rôles et pouvoir en fait aller au-delà de ça, voir que en fait dans la victime, il y a aussi des fois beaucoup ce besoin de reconnaissance, de considération qui peut devenir une espèce de quête perpétuelle où on estime qu'à travers notre rôle de victime, on va récupérer beaucoup d'attention et d'amour. Mais c'est aussi une erreur de rentrer là-dedans. C'est ce qu'un de mes amis appelait le syndrome de Calimero, c'est-à-dire qu'on va essayer à travers la plainte de se créer une identité et d'avoir de l'amour. Je trouve qu'il y a d'autres façons de construire une vie et de pouvoir être heureux que de se construire de la reconnaissance et de la considération à travers des étiquettes aussi subtiles et nuancées que soient les étiquettes, que ce soit les étiquettes LGBT, woke, féministes, sapiosexuels, nanani, nanana. Quand j'étais dans des normes, dans des groupes LGBT, woke et autres, j'ai vu que les gens adoraient en fait se mettre des étiquettes. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça en fait. Je pense qu'il faut à un moment donné considérer qu'il y a des êtres vivants qui ont des blessures et des traumas et que c'est intéressant que chacun soit responsable de son histoire et aille aussi un petit peu guérir ses blessures plutôt que d'aller tout le temps essayer de se venger ou de trouver des coupables. Voilà, ça ne veut pas dire que quand on a subi de la violence ne doit pas être punie et qu'il y a une loi pour ça et une justice à faire. Mais j'ai l'impression aussi que au-delà de faire justice, c'est aussi important pour nous-mêmes d'aller trouver de la paix en nous. Voilà, et c'est aussi pour dire qu'il n'y a pas que les femmes qui souffrent et que peut-être qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui souffrent mais qui ont peut-être plus de honte ou de peur à le dire et qui n'ont pas envie d'avoir cette étiquette de victime en fait. Voilà. J'ai aussi subi du harcèlement scolaire, je vous en parlerai dans une autre vidéo
Et j'en ai jamais fait une identité, ni cherché à que les gens me comprennent par rapport à ça. J'ai fait la thérapie de mon côté tranquillement, en silence, et j'ai essayé d'évoluer par rapport à ça. Donc déjà, soyez conscients qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent être d'une violence extrême. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent commettre des abus. Et donc, du coup, c'est juste important pour moi de le dire. Il y a des abus physiques, sexuels, qui sont commis par des femmes. Faites attention à ça. Et attention aussi pour tous les gens qui aiment bien généraliser et dire le patriarcat, les machos, les hommes qui ont du pouvoir, le blanc, brun, qui représente la classe des oppresseurs. Attention à ça. Récemment, encore une fois, j'étais dans du stand-up, il y a une femme qui m'a dit vu que tu es un blanc brun, si tu fais des sketchs où tu parles du mouvement LGBT ou du racisme, il y aurait un mec, un ami à toi qui va te croiser, qui va dire salut mon pote nazi. Je suis d'origine juive, c'est quand même marrant qu'elle dise ça. J'ai jamais été autant jugé et catégorisé dans des clichés que par des féminismes radicales. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont aucun problème pour nous foutre des étiquettes dans la gueule sous prétexte que c'est pour expliquer quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, en voulant se défendre et se protéger, elles attaquent. Mais c'est se rendre compte que le système de protection qu'on a tous pour éviter d'être blessés fait que nous-mêmes, on attaque en fait. Voilà, donc attention à ça. La victime qui devient bourreau, c'est un classique du triangle de Cartman pour ceux qui ne connaissent pas. Merci. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.